et jusqu'au Benelux quasiment. C'est le premier territoire en production au niveau mondial. Voilà. Autrefois, on travaillait tout en France. Ce n'est plus le cas. Tout est délocalisé dans les pays de l'Est et en Chine. Voilà. Nous, avec l'association Laine des Pyrénées, je vais vous expliquer après un peu l'historique, on a préféré s'orienter sur le lin oléique. D'une part parce qu'on va travailler la graine sous toutes ses formes et on va essayer d'exploiter la tige. Alors la tige qui est riche en fibres, comme le lin textile, sauf qu'on a moins de longueur de tige à exploiter. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est équipé d'une arracheuse, de façon à récupérer les 10 cm qui restent dans le sol. Mais bon, on pourra y revenir peut-être dans un deuxième temps. Donc voilà, donc l'association au départ qu'on a créée avec Benjamin Moutet, ça venait d'un constat que moi je me retrouvais le seul producteur en Béarn de lin, avec une seule filière connue, c'était la filière Valorex. Alors je ne sais pas si vous connaissez Valorex, c'est une usine qui est située dans la Sarthe, et qui a mis en place un label Blanc-Bleu Cœur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout ce qui est lié à l'exploitation des oméga 3, oméga 6, excellent et reconnu par la santé publique, on va dire. Voilà. Donc nous, on s'est plutôt orienté là-dessus. Alors, à l'origine, Benjamin s'était rapproché de moi parce que lui, il avait senti que, effectivement, pourquoi pas exploiter de la fibre qui vient du Béarn plutôt que de l'acheter en Chine. Parce que actuellement, le lin textile, il est produit en France, il est souvent travaillé dans les pays de l'Est, c'est-à-dire c'est le cardage et le filage. Plus le filage d'ailleurs, c'est tout parti en Chine et ça revient après en France. Donc faisant ce constat, il s'est dit bon, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt monter une filière carrément en France. Il suffisait juste d'avoir la volonté, j'allais dire la volonté politique, mais c'est un peu ça. Le problème, c'est qu'en France, nous n'avons plus aucune machine. On a perdu les machines et le savoir-faire. Alors certes, ils sont en train de remonter une unité entre l'Alsace et plus en vers la région parisienne, sauf que ça prend du temps, beaucoup d'argent, parce que les machines coûtent extrêmement cher. Ça existe en neuf, hors de prix pour nous. Ça existe d'occasion, mais toutes ces machines d'occasion sont en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, beaucoup en Ukraine et en Russie. Voilà. Donc partant de ce constat, nous, on ne pouvait pas s'engager directement dans cette filière textile parce que c'est très chronophage d'une part et très onéreux. Donc on a préféré mettre en avant plutôt la production de la graine. La graine sous toutes ses formes. Alors à l'heure actuelle, l'association Laine des Pyrénées a été mise un peu en stand-by. Benjamin a préféré, comme lui c'était pas trop sa partie, la partie graine, se mettre un peu en retrait et avec deux autres associés, pardon, on a formé une SAS, donc une société à but lucratif, bien sûr, et on fédère autour de nous, l'an dernier, une douzaine de producteurs. Cette année, on est monté quasiment à 20 producteurs. L'an dernier, on était à une cinquantaine d'hectares. Cette année, on risque de monter aux alentours de 80 hectares. Et on propose à ces agriculteurs, justement, de leur assurer une filière complète. C'est-à-dire, on s'occupe de leur commander les semences, ils mettent en place les cultures. Nous, on s'engage à faire un suivi technique derrière, c'est-à-dire on les suit de la mise en place de la culture jusqu'à la récolte.
parcelle par parcelle. C'est énormément de travail, mais bon, voilà, ils jouent le jeu. Et donc, on va leur acheter cette graine. Cette graine, avant de la travailler, il faut qu'on la stabilise. Alors, pour la stabiliser, on avait deux solutions. Ou on la séchait au séchoir. Alors, le séchoir, le problème, c'est que ça monte en température. Et dès qu'on monte en température, la graine perd de ses propriétés nutritives. Notamment tout ce qui est oméga, très fragile, sont détériorés. Pas détruits, mais détériorés. Donc moins efficaces. Donc nous, on est parti plutôt sur le système du séchage par le froid. Donc on a fait appel à une société privée qui nous stocke la production en big bag de 500 kg. On n'a pas pris au-delà de 500 kg parce qu'après ça pose des problèmes de volume à refroidir. Donc 500 kg c'est un bon compromis et donc on le descend à 4 degrés, entre 4 degrés au début et 8 degrés à la fin pour le conserver. Ce qui fait qu'on garde toutes les propriétés intéressante de la graine. Alors, pourquoi, vous allez me demander pourquoi c'est aussi important. Alors, si on se tourne vers l'alimentation animale, déjà, ça a une répercussion, certes, mais pour nous, ça représente une valeur financière pas tellement qui ne correspond pas tellement à nos besoins, et puis voilà, si on peut essayer de vendre un peu plus cher, on va essayer de vendre un peu plus cher. Donc on se tourne vers une filière d'excellence, c'est-à-dire on va plutôt cibler l'alimentation humaine. Voilà. Donc c'est pour ça que dès le départ, on part sur un stockage de qualité, un séchage de qualité, un stockage de qualité et un traitement de qualité. Donc pour ce faire, pour trier une graine sortie du champ, il y a beaucoup d'adventices, forcément. Donc on va la trier. Pour trier, on fait appel on a 3 procédés. D'abord un trieur conventionnel, c'est un trieur que tout le monde connaît, avec des grilles qui secouent. Ça sépare le lourd du moins lourd et le gros du plus ferme. Ensuite on va passer sur une table densimétrique. Même principe, là c'est une table qui vibre et qui va faire en sorte que tout ce qui est très léger va passer sur le tapis et sortir, et tout ce qui est plus lourd, c'est-à-dire la graine, va être récupéré à part. Et pour finir, pour être vraiment le plus clean possible, on est en train de faire l'acquisition d'un trieur optique. Alors, un trieur optique, c'est très compliqué, c'est très efficace, mais c'est très compliqué. On sera capable, avec ce trieur optique, de trier la couleur de la graine, de trier la forme qu'on veut, c'est-à-dire la graine la plus parfaite possible, et d'éliminer tout ce qui est pas de la même forme que la graine en fait. Voilà. Cette graine-là, c'est une graine plate, un peu allongée, et tout ce qui est rond, mettons, et pas de la même couleur, en fait, le trieur optique, c'est des caméras qui visualisent un flux de graines qui passent, et tout ce qui ne correspond pas à ce que nous on a paramétré, il y a des micro-jets d'air qui projettent ces impuretés à l'extérieur. Voilà. Au bout d'un passage, voire 2 passages, voilà, on arrive à avoir un produit extrêmement pur. On va dire, voilà. Et tout l'intérêt de l'opération, c'est vraiment de proposer à l'alimentation humaine un produit irréprochable. Voilà. C'est le leitmotiv de notre vision de la chose. Alors la graine, il y a plusieurs possibilités pour l'exploiter. Ou on la conditionne en sachet de différentes contenances pour une consommation directe, ou on la presse et on fait de l'huile, ou on l'écrase et on fait de la farine. Ou de la farine pas très fine, mais du concassé, on va dire. Parce que ça reste quand même une graine oléique, donc plus vous la pressez, plus ça fait de l'huile. Donc voilà, c'est juste le fait de l'aplatir, de l'écraser, de façon à ce qu'elle soit plus assimilable par le corps. Parce qu'une graine entière,
le corps l'assimile et puis il la traite quasiment pas, quoi. On s'en est rendu compte notamment dans l'alimentation animale. Les vaches, c'est un ruminant, donc ça exploite très très mal la graine entière. C'est pour ça qu'on le mélange sous forme de farine à une ration alimentaire. Donc il en faut très peu, hein. C'est quelques kilos par tonne qui sont utilisés. Mais par contre, ça a une efficacité redoutable sur le bien-être animal, sur la croissance animale et sur les performances, que ce soit aussi bien en viande qu'en lait. Voilà. Donc imaginez-vous bien que transposé à l'homme, c'est exactement pareil. Voilà. L'homme digère aussi mal la graine entière qu'un animal. Donc nous, on va plutôt partir sur de la graine travaillée et enfin sur de l'huile. Donc cette graine-là, on va la presser et on va faire de la pression à froid. Voilà, ça c'est très important. Et les résidus, les tourteaux, on a deux solutions. Ou on l'exploite pour l'alimentation, encore une fois humaine, ce qui est le but recherché, parce que ce sera quand même un produit très pur, très sec, parce que lorsqu'on presse, l'huile sort froide, mais par contre tous les tourteaux sortent chauds. Plus on compresse la matière, plus elle chauffe. Voilà. Et ces tourteaux-là, ils sont très intéressants parce qu'on n'a pas besoin de les ressécher derrière, parce qu'ils sont déjà bien pressés, bien secs. Ça sort sous forme de petites carottes, hein. C'est du carottage. Et ça, ou on le pulvérise sous forme de farine, pour le coup, et on peut très bien le vendre comme ça. Voilà. Alors, nous, les producteurs qu'on a fédérés autour de notre projet, qui sont venus spontanément d'ailleurs, qu'on n'a pas été forcément démarchés, ils sont intéressés à nous par le biais justement de l'association Laine des Pyrénées, qui a été à une époque assez médiatisée, à la télé, dans les journaux, etc. Ils sont rapprochés naturellement de nous, voilà, suivant leur philosophie aussi de vie et de production qu'ils avaient. Ils se sont très vite rendus compte que le lin, c'était une plante qui s'intégrait très très bien dans une rotation. Le système racinaire de la plante permet de restructurer un sol, un peu comme une févrole ou un peu comme une veste si vous voulez, avec un système racinaire très très riche, avec un système filamenteux très, très développé, donc qui aère bien le sol et qui est un très très bon précédent de culture pour un maïs ou pour même une céréale à paille, n'importe. Voilà. On a même un viticulteur qui travaille en biodynamie sur les coteaux de Jurançon, Jean-Marc Dussotte pour ne pas le nommer, qui a fait une expérimentation. L'an dernier, il a planté, je crois que c'est 1 hectare 20 ou 1 hectare 30, entre ces rangs de vignes. Il a tenté l'expérience et il s'est rendu compte qu'au niveau de la vigne, ça avait une incidence incroyable, c'est qu'elle avait beaucoup plus de force parce que le sol était bien aéré en surface. Il n'y avait plus de problème de ravinement, parce que comme il travaillait les rangées de chaque côté, il n'avait plus ce problème de ravinement, de tassement de terre. Donc du coup cette année, il est parti sur entre 5 et 6 hectares. Voilà. Donc preuve que, par contre là, nous on ne récupère pas la graine, parce que chez lui c'est vraiment très très, très pentu, c'est pas mécanisable. Donc il broie sur place, et après ça repousse. Donc c'est pour ça qu'il a étendu à un peu plus de surface cette année. Et c'est un retour très positif pour nous parce que ça nous conforte dans le fait que les agriculteurs qui nous ont fait confiance peuvent être persuadés du bienfait de ce système racinaire justement. Et voilà. Donc culture assez facile à mettre en place, culture d'automne dans la région. C'est-à-dire c'est des semis qui se déroulent la plupart du temps entre le 15 octobre et les tout premiers jours de novembre maximum. Parce qu'il faut que la plante ait au moins 5 cm, fasse au moins 5 cm de haut avant les premières gelées. Voilà. C'est une plante qui a horreur, comme toutes les plantes on va dire, de l'excès d'eau.
Voilà. Donc on va plutôt privilégier des parcelles plutôt séchantes, de façon à ce qu'on soit à peu près sûr que l'hiver, même s'il y a une grosse période de pluie, ces terrains-là ne retiennent pas trop l'eau et se ressuient plutôt rapidement, de façon à ce que la plante ne soit pas asphyxiée. Voilà. Et ça peut avoir des conséquences très dommageables par rapport justement à la concurrence des adventices. Donc voilà. On a fait quand même une expérimentation de lin de printemps cette année sur la région d'Arbus, avec un producteur qui a juste planté un demi-hectare pour voir. Et on s'est rendu compte fait que un semis d'automne, c'est une récolte comme le blé, à peu près première semaine de juillet. Une semis de printemps en lin, c'est une récolte fin août. Et bien, cette année, contre toute attente, son lin est arrivé à maturité en même temps que le reste de la production semée à l'automne, avec un rendement moyen d'une tonne 4 hectares, ce qui est bien. Pour un lin de printemps, c'est bien. Sur un lin d'automne, on va avoisiner les 2 tonnes. Dans les conditions les meilleures, ça sera 2 tonnes et demie. Et en conditions à peu près normales, c'est aux alentours d'une tonne et demie à peu près de rendement à l'année. Donc nous, on a contractualisé avec ces agriculteurs en leur proposant un prix fixe à la tonne, qui est de 600 €. Voilà. Valorex, moi à l'époque quand je vendais à Valorex, c'était 380 € à peu près, entre 350 et 380 € la tonne payée. Bon, c'était loin d'être suffisant. Mais bon, à l'époque je connaissais que ça, donc voilà. Nous on propose 600 €. Par contre, en fonction de comment on va revaloriser cette graine, sous forme d'huile ou sous autre forme, on va repayer l'agriculteur. Voilà. Et c'est ça qui les intéresse. C'est que contrairement à une coopérative où souvent les dividendes sont remis dans l'investissement, nous on ne fait pas ça. On va vraiment repayer l'agriculteur, ce qui fait qu'à terme, au lieu de toucher 600 € la tonne, il touchera peut-être 700, 800 €, tout dépend comment on aura vendu notre production. Mais ça, c'est contractualisé, donc ils sont sûrs de ça. Voilà. C'est une démarche très importante, parce que je vous avoue que la grosse crainte de l'agriculteur, vous savez ce que c'est, hein, on est tous pareils, hein, c'est combien ça me rapporte. Voilà. Il ne faut pas perdre d'argent, surtout pas perdre d'argent, et essayer d'en gagner le plus qu'on pourra. Voilà, nous c'est notre démarche. C'est pour ça qu'on ne part pas sur un gros gisement, parce qu'on veut être capable de le maîtriser, ce gisement, et pas en faire n'importe quoi. Si c'est pour faire de la production, pour envoyer après en Chine, parce qu'ils sont très très demandeurs, nous ça ne nous intéresse pas. Voilà. Nous ce qu'on veut, c'est faire vivre l'agriculture du secteur. Et là, je rejoins un peu mon rôle de maire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pérenniser le monde agricole dans ma commune. On a de plus en plus de départs en retraite et de moins en moins de reprises. Alors, c'est très embêtant. Et voilà. Et notre démarche, c'est de permettre à ces agriculteurs qui restent ou qui voudraient s'installer, d'avoir une alternative au maïs et au blé. Tout le monde sait que le blé, c'est rentable quasiment 1 an sur 10. Quoi, hein. Cette année, ça va, tout se vend bien, mais vous allez passer 8-9 ans où vous allez avoir des rendements assez faibles et des prix qui ne suivent pas. Donc voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est donner une alternative viable et durable surtout, qui dure dans le temps. Alors, pour assurer un peu tout le monde, on propose aux agriculteurs qui nous rejoignent de diminuer leur utilisation de produits phytosanitaires. On tend même à aller vers le zéro phyto. Donc on a été rapproché par des gens qui travaillent en bio. Voilà. L'année dernière on en avait 2, cette année on en a 4, 5, plus un qui est en conversion.
Donc voilà, c'est donc quelque part, il se retrouve un peu dans notre démarche. Voilà. Entre parenthèses, enfin, ou entre guillemets plutôt, on tend vers le zéro phyto, mais pas dans 10 ans, quoi, le plus tôt possible. Voilà. Faut qu'on se rende compte quand même que même un groupe comme Euralis, sur Pau, a le même discours. Bon, avec d'autres enjeux que nous, hein, il faut être clair. Hein. Eux, ce qui importe pour eux, c'est de marger au maximum et de s'orienter vers l'export, et c'est louable, hein, tant mieux. Hein, si ça doit quelque part rapporter à l'agriculteur, tout est bon. Hein, voilà, hein. Tout le monde ici est agriculteur ou issu de l'agriculture, donc vous comprenez bien la problématique. Hein. Voilà. Donc moi, en tant que maire, j'ai fait un peu le forcing sur ma commune. Hein, j'ai eu quelques retours. Voilà. Le problème, c'est de changer un peu la mentalité du monde agricole. C'est pas facile. C'est bien qu'étant une plante quand même multiséculaire, ça revient maintenant au bout de X années où on n'en a pas vu dans la région. Moi, j'ai été appelé au téléphone par une dame du côté de la Reims, de Bugy, je crois qu'elle était, de Bugy, et qui me disait, moi autrefois chez nous on faisait du lin, on travaillait le lin, voilà, on faisait des pelotes, hein, tout ça, bon, très bien. Et une génération s'est passée où ça s'est perdu. Par contre, il y a de la repousse spontanée dans ces prairies. Voilà. Ça ne se perd pas. Voilà. Il y en a à l'état naturel, vous en trouvez ici. Elle ne sera peut-être pas forcément bleue, la plante, la fleur, mais elle sera plutôt blanche, mais ça repousse à l'état spontané. Donc on n'invente rien, hein. On fait que remettre un peu en place ce qui existait déjà. Et on va essayer de développer cette filière autant que faire se pourra et avec nos modestes moyens. Mais c'est pour ça que bon, à partir de l'année prochaine, enfin 2022, plantation 2022 et 2023, on va essayer d'augmenter notre surface. Là par contre, on sera obligé de faire appel à des producteurs, on sera obligé d'aller démarcher et leur expliquer vraiment notre démarche, de façon à augmenter. Alors l'optimal pour nous, ce serait 150 hectares à semer. Mais je ne pense pas qu'on ira au-delà. Mais il faut quand même arriver à trouver cette surface. C'est pas facile, sachant qu'on revient tous les 7 ans. Donc il faut avoir une surface suffisante pour pouvoir absorber une telle rotation, quoi. Le truc c'est ça. Mais enfin c'est pareil avec un colza, ou c'est pareil avec un soja, ou c'est pareil avec un tournesol. Théoriquement, la rotation c'est la même. Hein. Voilà. C'est une démarche qu'il faut avoir déjà dans sa tête. Hein. Il n'y a pas photo. 2 ans suivants, mais après vous passez 8 ans, 9 ans sans en produire, parce que voilà. Il faudra que le précédent avant le lin, ça ne soit pas, mettons, un colza ou un tournesol, quoi. Le soja encore peut-être, ça va. Mais un colza ou un tournesol, c'est vraiment très très proche du lin, donc voilà, on prend des risques. Si on veut passer en zéro phyto, c'est toujours pareil. Hein. Celui vous allez en Normandie, ils font lin sur lin sur lin sur lin sur lin depuis des années. Mais par contre, ils bastonnent en produits phyto, hein, en désherbant, en fongicides, en insecticides, etc. Quoi. Nous, pour le moment, on est indemne de tout ça. Voilà. On a un territoire qui est redevenu vierge, entre guillemets. On a cette chance-là, donc autant essayer de préserver cet acquis. Donc c'est pour ça que voilà, on incite les gens qui nous rejoignent à adhérer à cette philosophie de production. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas. La filière, donc ça fait quand même 18 mois qu'on a commencé à structurer vraiment la chose. On commence à produire de l'huile cette année. De l'huile et des farines, etc. On a monté un labo chez moi, un hangar qu'on a réaménagé. On a mis des panneaux sandwich, on a cloisonné avec des panneaux sandwich. On aura une partie donc triage, une partie huilerie et ensachage.
Et la partie huilerie, ensachage et stockage, ça sera donc sous froid, sous atmosphère contrôlée, au niveau température, mais au niveau hygrométrie aussi. On va être capable de changer l'hygrométrie. Trop d'unités, c'est pas bon, pas assez d'unités, c'est pas bon non plus. Donc là, il faut que, voilà, on est en train d'investir dans un système de, c'est pas une climatisation, c'est une régulation de l'air. Voilà, bon, c'est un projet qui, juste pour la graine, traitement de la graine, de la filière graine, c'est 800 000 euros d'investissement. Voilà. Et si on veut, et lorsqu'on partira sur la filature, pas sur la filature, oui, sur la filature, ce sera presque le million d'euros d'investissement. Donc voilà, c'est pour ça que on a préféré partir sur la graine. C'est plus rapide à mettre en place, un peu moins onéreux. C'est une économie d'échelle, mais bon voilà. Moi je suis très confiant, hein, franchement, c'est un truc qui rentre dans les mœurs. On s'est rapproché de futurs clients qui vont commercialiser, là, qui sont très très intéressés, qui attendent plus qu'on produise, et voilà, ça sera chose faite avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est une production qui, à mon avis, bien que séculaire, a un bel avenir devant elle, si on fait les choses dans l'ordre, on va dire. Si on ne brûle pas les étapes, voilà, tout simplement. C'est notre philosophie aussi. Donc, dans notre nouvelle société, donc, on est deux agriculteurs, Jean-Marc Pécassou, qui est sur Espéchède, qui travaille en bio, lui, qui a eu sa certification bio l'année dernière, donc cette année il est tout en bio. Et moi je fais la démarche pour être HVE, haute valeur environnementale. Ça c'est très important aussi pour avoir une visibilité d'excellence au niveau de nos futurs clients. Et tout simplement aussi parce que ça correspond un peu à la philosophie, à ma philosophie, à ce que je pense de ce que devrait être l'agriculture dans l'avenir. Mais je ne suis pas seul à penser, de toute façon ça deviendra, je pense, tôt ou tard une obligation. Hein. Il y aura de moins en moins de produits phytosanitaires qui seront mis sur le marché, ce sera de plus en plus contrôlé. Ils seront de plus en plus propres, entre guillemets, vraiment entre guillemets, quoi. Et du moins, c'est ce que nous espérons. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour complet. Voilà. Il y a des questions? Et la fibre, qu'est-ce que vous en faites alors? Alors pour le moment, la fibre, alors les agriculteurs qui veulent la broyer pour amener de la matière organique sur leur parcelle peuvent le faire. Autrement, on a acheté une machine en Russie qui arrache la tige et qui la met au sol, comme font les Normands. Là, il y a une période de rouissage qu'on appelle, c'est-à-dire que l'humidité du sol, les bactéries, la pluviométrie, le soleil dégradent la tige, la gaine qui entoure en fait les fibres. On laisse ça pendant 2 mois, tout dépend du temps, c'est toujours pareil. Et après, on fait des balles rondes qu'on stocke. Pour le moment, on stocke. Et on pense pouvoir mettre en place notre unité de production, du coup, qui sera à Espéchède en 2023. 2022, on ne sera pas prêt, c'est pas possible. Mais 2023, on espère pouvoir traiter cette paille. Voilà, ouais, pour faire du fil. Alors, il faut qu'on achète des gardeuses, des baigneuses, etc. Voilà, c'est vraiment un métier. C'est un métier, ça ne s'improvise pas. On va avoir besoin de formation. De toute façon, on va faire appel à des gens du métier pour nous former. Et à terme, on a prévu que dans moins de 10 ans, on devra faire appel à 5 employés, quoi. On va embaucher 5 personnes. Voilà, on a fait un plan, un business plan qu'on appelle. Et là-dedans, on a prévu d'embaucher des gens voilà, spécialisés. Ou qu'on spécialisera, hein, tout simplement. Un jeune qui nous dit, moi je suis intéressé,
voilà, la démarche m'intéresse, on le formera, et puis voilà, il fera partie intégrante de notre structure sans problème. Voilà. Mais pour le moment, on stocke. Mais je pense que d'ici un an et demi, on sera capable de faire du fil, carrément du fil. On a déjà travaillé avec l'ENIT de Tarbes, c'est-à-dire c'est l'école d'ingénieurs de Tarbes qui ont fait des essais pour nous. Et de solidité, on a testé la solidité de notre fibre qui n'a rien envié justement aux producteurs de lin textile. Au contraire, même c'est très prometteur. On a fait des essais de cordage. On a fabriqué des lacets. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Le Soulor. C'est bien les chaussures. Voilà. Et, à Pontac, oui. Maintenant ils sont en AI. Donc qui ont adhéré à notre démarche, qui ont dit oui pourquoi pas, mais faites-nous, produisez-nous des lacets et puis on va essayer. Et bien ça marche super bien. Voilà, on l'aura produit cette année. Donc par l'intermédiaire de l'école d'ingénieurs de Tarbes, on a réussi à faire des lacets. Alors on a un rapport aussi avec la société Altela, qui est basée à Séméac, à côté de Tarbes là, et qui eux sont spécialisés dans les filets, filets de protection de chantier, filets de protection, nous on l'a mis dans la salle des sports en Espède pour éviter que les ballons touchent le plafond, touchent les lumières. On attend des luttes comme ça. Donc eux ils ont fait des essais de putrescibilité, on va dire. Ils ont plongé le cordage qu'on a fait, expérimental, ils l'ont fait vieillir dans de l'eau, dans des conditions pas possibles, pour voir comment ça vieillissait. Bien, en fait, ça vieillit très très bien. Donc voilà, c'est un client, ils étaient prêts déjà à nous passer commande. Bon, on n'est pas prêt, mais voilà, ça va se faire. Voilà. Ils font des filets de pêche aussi. Pour la petite histoire, on a fait un démonstrateur avec la société Notox. Notox, c'est une entreprise qui fabrique des surfs sur Anglette. Et donc on a fait un démonstrateur, c'est-à-dire que la base d'un surf, c'est du... Comment on appelle ça alors non, tout ce qui a fibre c'est l'extérieur, mais l'intérieur c'est du polystyrène, polystyrène souvent, mais c'est du recyclé. Ils travaillent avec du recyclé. Donc on a essayé de faire une toile qu'on a traitée avec de l'huile de lin, etc. Et on s'est rendu compte qu'au niveau solidité, ça équivalait à peu près au Kevlar. Donc voilà. Et c'est encore plus léger. Et donc ils ont fait essayer ce surf à des surfeurs. Voilà. Et il se trouve que les planches réagissent mieux, la planche réagit mieux dans la vague. Du fait de sa souplesse, elle épouse un peu plus l'onde de la vague. Donc voilà. Donc on a fait un démonstrateur, lui, qui sera équipé d'un foil, c'est-à-dire la planche plutôt que de poser sur l'eau, elle sera, avec la vitesse, elle se soulèvera. Et voilà, elle sera autonome parce que dessus on va mettre des panneaux photovoltaïques, c'est déjà bien avancé. Et avec un petit moteur électrique donc, et on va proposer ça aux organismes style Ifremer, tout ça, pour faire des prélèvements d'eau, etc. en mer ou dans des lacs, peu importe, voilà, mais un truc autonome. Voilà. Et ça c'est du concret. Voilà, ça existe. Donc on a intégré, enfin, on a été retenu par le TIGA. TIGA, c'est le territoire de grande ambition du département, qui a retenu notre projet donc, et qui nous a accordé des fonds à ce titre. Donc voilà, c'est vraiment très concret là. Maintenant on n'est plus dans la théorie, on est vraiment dans le concret. On est capable de proposer des choses. Donc on est à l'aube d'une reconversion totale de la filière, c'est-à-dire dans la technologie proprement dite. Et c'est pas du vent, c'est du concret, là, on peut démontrer, voilà. On a des produits qui vont bien. Voilà, c'est pour la petite histoire ça. D'autres questions ? Oui. Parce que
Alors, non, la plante, ça fait entre 80 cm et 1 mètre d'eau. C'est ça. Alors nous, dans un premier temps, on va récolter ce qui est sous la houppe des graines. Et à la batteuse, traditionnelle, voilà, il faut juste une coupe bien affûtée parce que c'est très fibreux, c'est un peu difficile à couper, mais le haut de la plante est plus fin, donc ça se passerait bien. Par contre, il y a des contraintes, c'est que il faut qu'il fasse très chaud. Voilà. Minimum, il faut qu'il fasse 30 degrés et avec du soleil surtout. Pas trop d'humidité, parce que sinon, la capsule qui supporte les graines a du mal à éclater. Donc voilà, on se retrouve avec des résidus qu'on sera obligé, on en a, qu'on sera obligé de retraiter. Donc voilà, on y a déjà pensé, on a une certaine quantité là qu'on doit retraiter. Voilà. Et oui, c'est vrai. Mais après, c'est pas une plante très haute. Hein. Voilà. Bon. Monsieur, il y avait monsieur d'abord, hein, c'est ça? Oui, à vous. Au niveau technique, est-ce que vous avez dit 2 ans ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire que des prairies, après prairies? Oui. Oui, mais là par contre on conseille un labour. La plupart des producteurs là on est en travail simplifié, c'est-à-dire des chômeurs, un coup de herse, on sème et on passe un coup de rouleau. Comme c'est une graine très petite, il faut bien la rappuyer au sol. Sauf si ils annoncent 30 mm derrière, là c'est pas la peine. Mais voilà, non, il faut le rappuyer, oui, c'est clair. Et derrière une prairie, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Quelles sont les conditions climatiques de terroir pour que le lin soit le plus productif possible cultiver? Est-ce que le béarn, par exemple, est adapté à cette culture ou pas? Ah ben oui. Béarn, Chalosse, oui. Après, c'est sûr. Chalosse aussi, oui, bien sûr. Ouais. C'est pas loin, Chalosse. Oui, non, voilà, c'est même type de terre. Oui, des limons même argileux, pas de problème. Le truc, c'est que il ne faut pas qu'il y ait de rétention d'eau l'hiver. Voilà. Si vous avez comme ça d'eau sur la parcelle pendant 15 jours, c'est mort. Hein. Voilà. Comme le béarn est une région assez pluvieuse, oui. Il y a des grandes régions de coteaux dans le Béarn. Après, vous avez les terres de Gave qui s'y prêtent très bien. Hein. Arbus, les galets, tout ça. Ouais. Après, vous avez les terres noires qui seraient voilà, optimum, mais les gens vont préférer faire du maïs sur les terres noires. Votre projet, moi j'écoute beaucoup attention, m'intéresse ce que vous dites depuis un petit moment, qui est très intéressant. On a l'impression que vous travaillez tout seul en base clos. Quels sont les rapports avec la Normandie, qui est une région productive de lin, avec la région, avec le pays? Vous allez travailler localement, c'est bien. Ouais. Vous y croyez, votre rêve, là? Ah non, mais non seulement on y croit, mais on en est persuadé. On en est persuadé parce qu'économiquement, c'est viable. Voilà. On n'est pas du tout dans la même démarche que les Normands, c'est pas du tout la même finalité de la plante. Voilà. Nous on a une démarche de tout exploiter. La graine et la fibre. Voilà. C'est de l'économie circulaire, quoi, si vous voulez. On exploite tout. Si vous avez 120 hectares, avec 25 tonnes par hectare, vous avez 100 tonnes grosso modo par an de récolte de lin, c'est ça? On aura un peu plus. On a louche pour 120. Ouais. Quels sont les débouchés? Vous parliez de Moutet tout à l'heure, l'industrie de fabrication de... Moutet, lui sera demandeur de fil. Le fil. C'est quoi, 50% de votre production ou... Non, à terme, ça sera 100% de la production de... L'objectif, c'est 100% que vous produisez pour Moutet. Oui. Ah non, pas pour Moutet, parce que ce sera un de nos clients, mais il ne pourra pas absorber 100% de notre production. Parce que... Non. Vous allez vendre les bouquets pharmaceutiques. Alors, Moutet, lui, c'est du linge, c'est du textile, voilà. Nous, c'est... oui, l'huile, mais bien sûr, vous l'avez dit, les pharmacies, les épiceries fines, les grandes surfaces, tout ça. On a aussi une proposition, une vision, mais plus qu'une vision, c'est une proposition de la filière équine. Ils sont très demandeurs pour les chevaux. Voilà. Vous avez le label aujourd'hui, vous dites c'est à 3, 4 ans, 10 ans, vous dites aujourd'hui on est capable de vendre en pharmacie, à l'équitation, fin d'année. Conditions humaines. Fin d'année. Vous allez avoir le label? Non, on n'a pas de label. Se labelliser, c'est... Alors, un label, c'est...
Oui. l'autorisation de mettre sur le marché. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Mais on a déjà l'autorisation de mettre sur le marché. Oui, On a déposé notre marque. Voilà. Demain, si demain on met une bouteille d'huile sur le marché, on a le droit de le faire, hein, bien sûr. Oui, oui. Oui. Pardon? Elle est vendue où? On peut la trouver où? Ah ben vous la trouverez. Voilà, vous la trouverez. Pour le moment non. Mais d'ici la fin de l'année, vous allez le trouver. Alors dans les épiceries fines, bien sûr. On va voir. Avant d'aller dans les supermarchés, on va essayer d'abord de faire. Voilà. L'huile notamment, on va pas faire que des bouteilles d'huile. On va faire des capsules. Oui, mais oui, voilà, notamment. Mais c'est regardez l'origine. Vous allez voir tout ça vient. Vous allez être surpris. Si c'est oui, de Chine, d'Azerbaïdjan. Oui, bien sûr, oui. Alors nous, ce qu'on recherche, pour revenir sur votre question, là, ce qu'on recherche, c'est de faire des économies de transport, économie empreinte carbone. C'est une démarche. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une filière d'excellence, c'est-à-dire pas s'éparpiller, ça ne sert à rien. Il y en a d'autres qui savent le faire, hein, qui le font très bien aussi, il ne faut pas croire. Et nous, ce qu'on veut, c'est localiser, pouvoir proposer aux agriculteurs qui le souhaitent, dans le secteur ici. Nous, on s'est mis comme fil conducteur la vallée du Gave de Pau, Bordeaux-Laurent. Ça part de Soumoulou, Soumoulou, on va dire, hein, jusqu'à Orthez, voire un peu plus loin. On a un producteur, futur producteur qui est de Caresse-Cassabé, qui est en bio, qui nous a contacté. Bon, cette année, il se trouve qu'il avait déjà fait son assolement en céréales, mais l'année prochaine, il est intéressé pour nous faire quelques hectares de. Vous n'avez pas de souci de déboucher. Si vous écoutez, vous êtes très optimiste, bravo. Vous dites pas, dans 2-3 ans, on n'aura pas débouché. Vous aurez 1000 hectares de lin, vous dites. Non. Vous pensez que vous vendriez tout ce qu'on Non. Justement, on ne veut pas aller jusqu'à là. On veut se cantonner à un certain volume de production, mais le faire bien. Oui. Amortir le matériel, le business. Bien sûr. Vous recevez des aides de la région, de l'État? Alors, on a des aides de l'agence de l'eau, on a des aides de la région, des aides du département, on a des fonds privés qui nous ont fait confiance. On a des fondations qui s'intéressent à notre projet, qui nous ont proposé certaines sommes. Ça va de pas beaucoup à bien, quoi, on va dire. Je peux pas vous dire. Voilà. On a notamment des sociétés entre guillemets pollueuses qui ont des fondations qui rachètent leur empreinte carbone par ce biais-là. Voilà. C'est la même chose qui a été fait pour l'isolation à 1 euro. Hein. C'est en fait, vous avez Carrefour, vous avez etc. Total, qui rachètent un peu leur virginité en donnant des fonds comme ça sur des. Voilà. Nous on a été aidés par Yara. Tout le monde connaît Yara sur le bassin de lac, très important, très pourvoyeur d'emploi, mais qui avait une empreinte carbone, voilà, à tech, comme on dit, à fond. Donc voilà, ils nous ont accordé. Vous travaillez avec l'IRA? Avec l'IRA? Non, parce que. Côté scientifique, vous faites ça localement. Vous parlez de l'école ingénieur de Tarbes. Oui. C'est pas un spécialiste en phytosanitaire, à ma connaissance. Non. Par contre, notre troisième associé, excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler, oui. C'est Christelle Bonamazon-Carrère, qui est docteur en. Oui, c'est l'ex-épouse du nouveau président de Lambernais, c'est vrai. Qui, elle, est docteur en géophysique. Vous n'avez pas de rapport avec l'IRA, vous faites ça localement? Non, mais par contre, elle a très grande connaissance scientifique. Avant, elle travaillait pour l'Ifremer. Voilà, elle faisait des analyses de. C'est étonnant, on a l'impression que vous travaillez tout seul.
la Normandie, tous les pays. Le lin, ça date de l'histoire. Oui. On a l'impression que vous découvrez les applications, les qualités, les propriétés. C'est vous qui les cherchez tout seul. Alors que ça existe depuis ce temps, les propriétés du lin. Oui, non mais nous ce qu'on veut, c'est le linoléon. Nous, ce qu'on veut faire, c'est le retranscrire au niveau local pour développer le secteur économique local. Voilà. C'est beau en soi, mais oui, bravo. Oui. Oui. Non, c'est la même famille, mais justement. Oui, oui. Après, on ne peut pas. Vous avez confiance dans votre projet? Absolument. On a envie d'adhérer. Alors, je vais vous dire, lorsqu'on monte des dossiers de financement, d'aide, etc. Je vous dis pas tout ce qu'on doit fournir comme preuve. Voilà, c'est un business plan. Nous, ça fait 8 mois qu'on avait commencé notre business plan. On vient de le terminer là. C'est très très long, c'est très très pointu. Et les gens qui nous encadrent, on a fait appel à des cabinets spécialisés, tout ça, c'est pas de. C'est eux peut-être qui ont rien à foutre de nous. Oui, mais on désespère pas. On désespère pas parce que bon voilà, il faut voilà. Bon. Après ça, tu vas pas faire Ah oui, non mais bon, courageux, on est surtout pragmatique. Je veux dire bon, c'est. Mais c'est pas une question d'avoir peur, c'est qu'on a confiance au produit. Voilà, on sait que voilà, ça ne peut que marcher. Mais il y a une réelle demande. Là, vous voyez, j'étais arrêté. Vous n'avez pas peur le prix de vente. On dit que j'arriverai toujours à vendre à un prix intéressant pour rentabiliser. Oui. On a, vous savez, dans un business plan, on fait 3 simulations. La simulation la plus pessimiste, la plus raisonnable, enfin une plus raisonnable et une très optimiste. Et donc même avec le pessimiste, ça va. On ne gagne pas de l'or, mais on peut maintenir le bateau à flot. Mais je vous assure qu'il y a une réelle, mais vraiment une réelle demande. Si vous avez un seuil critique à partir de que vous dites, si on passe cette échelle de 100 tonnes, 150 tonnes, on a sorti de l'auberge, vous dites... Non, mais là, vous voyez, cette année, on a produit 35 tonnes. Oui, 35 tonnes. 38 tonnes, on a produit. Ces 38 tonnes-là, de la façon dont on va les commercialiser, on tient la route. On est capable de sortir des... 35 tonnes de production. Oui. Mais dans l'état actuel du projet, hein, je parle. Oui. Dans l'état actuel... Dans l'état actuel des investissements. Ce qu'on a investi pour le moment, avec ces 35 tonnes, on arrive à le rembourser. Il y a ça, mais il y a les aides aussi avec, bien sûr, les aides. Mais voilà, on est capable. L'année prochaine, on espère arriver à faire 70 tonnes, ouais, ça serait bien. Voilà. Et ces 70 tonnes, si... Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a 80 hectares, c'est aujourd'hui. On avait 50 hectares et 50 hectares récoltés. Oui, avec un rendement d'une tonne de 5 par hectare, Non, ça va de... on a des gens qui ont tourné à 750 kilos. Oui, non, mais celui qui était au printemps, qu'on a semé au printemps, lui, il a fait ça. On a qui sont récoltés 750 kilos, mais c'est parce qu'ils ont voulu faire tout seuls. Ils se sont dit, je sème, c'est comme le blé, ça va aller. Non. Je sais. Voilà. On en a un qui est en conversion bio, là, depuis cette année-là, qui va avoir la labellisation. Il nous appelle, il dit, bon, moi je récolte. Non, c'est trop tôt. Non, mais moi je récolte là, c'est mûr, ouais. Sauf qu'on a été voir la parcelle, c'était pas bien mûr, c'est pas suffisamment homogène. Il avait beaucoup d'herbes, et donc voilà quoi, mais ça on ne peut pas aller contre, s'il a décidé de récolter, il a récolté. Par contre, je vous dis pas le temps qu'on a mis à trier ce truc. Quel est le plus dur pour convaincre les agriculteurs
passer au tour de sol, de l'or. C'est le côté financier. Combien ça me rapporte? Mais c'est légitime, tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Si vous garantissez que l'on revenu. Voilà, mais nous on part, on sait qu'on donne 600 € minimum. Déjà, là, ils vont tous toucher, là, cette semaine-là, 600 € la tonne. À la tonne, voilà. Sachant que le coût de mise en culture d'1 hectare, c'est aux alentours de 380-400 €. Voilà, tout compris, semis, produits de traitement s'il en faut. La différence. 600, le reste, c'est 8 km. Nous, on donne 600 € avec ça, ils payent leur travail, et puis voilà. Ouais. Non, mais ils repartent tous. Hein. Oui, ils repartent tous. Il n'y en a pas un qui arrête. Donc, voilà, ça va. Excusez-moi, Oui. Vous êtes tout simplement le transformateur de ce que l'on produit quand on est agriculteur. Ouais. Et donc, il faut aussi considérer qu'il y a le transport qui doit être une chaîne considérable. Parce que le plus éloigné de chez vous, vous êtes pratiquement du côté de Morlas. Le secteur de Morlas. Mais on en a aussi sur Oloron. Hein. Donc eux, le deal, c'est que on avait 8 hectares du côté d'Aire sur la Dour. Des gens qui sont venus spontanément. Voilà, on n'a pas été chercher. Bon, ça nous faisait un peu loin. On leur a dit voilà, nous le truc c'est que le produit, il faut qu'il soit rendu chez le transporteur OTA, pour que lui puisse nous. Voilà. Donc ils ont mis un big bag. On les a aidés, parce que c'est pareil, ils n'étaient pas équipés. Voilà. Donc voilà, il faut, quand c'est comme ça, on donne un coup de main, on lance une filière, on aide les producteurs, on s'est engagé à aider, donc on aide, pas de problème. Donc on a été les aider à mettre en big bag, on a affrété un transporteur pour aller les chercher, et voilà, c'est tout. C'est évident que quand on a une petite superficie, ça crée des problèmes d'ajustement avec les investissements qui n'ont pas été faits au préalable par l'agriculteur. Investissement fait par l'agriculteur, c'est juste la mise en place de la culture. Hein. Oui, mais il faut quand même avoir des semoirs appropriés. Par exemple, Oui. Lorsque l'on récolte, vous nous dites que vous conduisez un petit peu l'évolution, en tout cas tous les stades. Est-ce que vous devez respecter, ou est-ce qu'on doit respecter une humidité minimum? Alors, comme pour les maïs, par exemple. Mais vous savez, à partir du moment où on commence à entendre sonner la clochette, hein, voilà, c'est des gousses. Dès que ça sonne dedans, c'est en dessous de 10. Voilà. Pas de réfaction de séchage? Non. Nous, on n'en compte pas, parce que souvent la récolte, c'est 9, 10, l'optimum, c'est 9% d'humidité, que nous, par le froid, on ramène à 7,5, 8. Donc vous voyez, c'est très peu, c'est pour ça que c'est pas la peine de faire appel à un séchoir non plus. Parce qu'on s'est rendu compte que lors du pressage, une graine trop sèche a moins de rendement qu'une graine pas assez sèche. Par contre, si elle est trop humide, elle est plus difficile à presser et ça fait des tourteaux moins secs. Donc ça ne nous intéresse pas. Et le ratio, on sort... c'est à peu près 35, disons que sur 10 kg de graines, on va sortir 3 kg, 3,5 kg d'huile. Est-ce que vous avez envisagé une caisse de péréquation entre producteurs? Non. Vous n'en êtes pas encore. Pourquoi? Parce que ça pourrait vous. À partir du moment où... Ça existe déjà, d'autres productions. Oui, mais nous, à partir du moment où on propose un prix d'achat fixe, et après on s'engage à repayer en fonction du débouché qu'on en a eu, voilà, je ne vois pas pourquoi... ouais. Parce que les rendements des émissions. Oui. C'est toujours... Oui, mais c'est... Non, après, il faudrait passer un système coopératif. Oui. Non, mais nous, c'est pas notre... c'est pas notre philosophie non plus. Donc, voilà. Non. Mais jusqu'à présent, tout le monde s'y retrouve, donc voilà, dites-moi. Vos semences, c'est vous qui les fournissez à tous les agriculteurs? Alors, et elles viennent...
Alors, on travaille avec un semencier là, depuis des années, c'est l'établissement La Boulée. Ils sont du côté d'Amiens. Donc ils sont capables de nous fournir de la semence bio et de la semence conventionnelle. Pour le moment on travaille avec eux, mais on est marié avec personne. Donc voilà, si demain on peut avoir un semencier qui nous propose les mêmes produits, les mêmes prestations, on va dire, pourquoi pas, hein, voilà. Alors nous on fait des achats groupés, on achète pour tous les producteurs, et par contre le semencier facture à chaque producteur la quantité qu'il a commandée. Mais nous on regroupe tout et après on redistribue, voilà. Toi tu as commandé tant de doses, tu auras tes doses, voilà. Pour éviter qu'il y ait une multitude de transports, et voilà, nous on préfère regrouper comme ça, c'est plus simple. Où les gens viennent chercher chez nous les semences, ou alors on le ramène, hein, c'est pas un problème. Parce qu'on a la chance d'être sur un petit territoire, donc voilà, c'est pas loin. Ça ne représente pas beaucoup, et au niveau empreinte de carbone, c'est quasi nul, donc voilà. Il y a plusieurs variétés. Oui. Vous avez tardif, des variétés plus tardives que d'autres, des variétés qui montent plus en tige que d'autres. Voilà, des précocités, voilà, oui, c'est comme pour le blé, comme pour le maïs, voilà. La sensibilité par rapport au topin, vous parliez des terres noires. Oui. Mais pour le moment, on n'a pas de producteur en terre noire, donc... Quand ils sont passés au champ, c'est pas notre philosophie, non. c'est pas bon pour le Béarn? Ça peut être bon pour le Béarn, à condition que ce soit bien encadré et bien fait, oui. Ça a été essayé, ça a été une catastrophe. Ça a été essayé en Béarn? Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Il y a longtemps ou récemment? Il y a quoi? Il y a 10 ans, 15 ans, 10 ans? Ça n'a pas marché. 10 ans, ouais, 10 ans, ouais. Ça n'a pas marché. Non, mais parce que ça a été mal, ils ont mis, à mon avis, la charrue avant les bœufs. Ils ont produit avant d'avoir une filière. Et nous, ce qu'on fait, on crée une filière. Vous en servez, ça a été positif, ça vous a tiré l'expérience. Oui, si on veut, mais c'est une autre échelle, parce que la coopérative qui a mis ça en place, eux, ils ont mis quelques millions dedans. Ils ont dû mettre aux alentours de 10 millions d'euros. Et en une année, ils ont tout perdu, quoi. Et vous, ça ne tente pas le champ? Du tout. Ouais. Parce que j'aime bien le lait. C'est facile à comparer. Non, mais c'est... moi, vous savez, la première fois que j'ai planté du lait, c'était parce que l'établissement Lacadé, qui sont à Arthez, l'intégrer dans une ration animale. Donc ils nous avaient demandé si on voulait. Bon, ouais, moi je suis ouvert à tout, donc voilà. Donc on a été quelques producteurs à en faire. Il se trouve qu'ils ont arrêté leur production de ration animale. Ils ont revendu à Maïsado, je pense, les équipements. Mais moi, la production m'intéressait. Donc voilà, déjà, j'aimais beaucoup la plante par elle-même. Vous avez tous vu du lait? C'est joli. La plante, voilà, tous les jours, en floraison, une fleur naît, le soir elle tombe. Le lendemain, une autre à côté naît, le soir elle tombe. À la fin de la floraison, vous avez un sol bleu, et toutes les petites boules là qui sont en formation sur le... Voilà, c'est joli. Les fleurs, on ne peut pas stocker les fleurs. Non. Non, et puis en plus, j'ai essayé de mettre un apiculteur à côté de mes parcelles, les abeilles... non. Pas de miel de mer. Non. Très bien. Elles ont pas... Voilà. Mais je vous en prie. La réunion à côté, donc on peut le libérer. Mais un grand merci, monsieur le président. Ah oui, c'est clair. L'intervention était... Vous avez des temps oratoires, bravo.